Merci, M. Bernier. Et je dois dire que je suis particulièrement honorée d'abord de prendre la parole sur ce thème devant vous tous, très heureuse de le faire, mais aussi de le faire devant mon collègue et ami Yvan Bernier. Charles-Emmanuel Côté l'a dit, M. Bernier a travaillé sur ce thème de la relation entre le commerce et la culture, mais ce qu'il n'a peut-être pas précisé, c'est que c'est sans doute l'un des premiers juristes à l'avoir fait à l'époque où l'exception culturelle est apparue, je pense, dans l'allée. Je prends la parole sous votre haute autorité et je vous autoriserai bien entendu à me corriger au besoin. Alors, ma présentation s'articulera autour de 3 points. Le statut de la culture dans le droit de l'OMC, la prise en compte de la culture dans l'interprétation du droit de l'OMC et l'inclusion nécessaire, et là c'est plutôt sous forme de questions, je ne serai pas la première à le faire, mais sous forme de questions que je terminerai mon intervention, inclusion nécessaire de la culture dans le discours de l'OMC. D'emblée, je tiens à rassurer les experts ici présents qui s'inquiètent déjà peut-être du titre de mon intervention, qui semble postuler de l'existence d'une exception culturelle dans le droit de l'OMC. Je le dis tout de suite, non, il n'y en a pas. En tout cas, pas envisagée au sens juridique du terme. Mais je pense que l'on peut dire que la culture a toujours occupé et continue en quelque sorte d'occuper une place particulière, bien que limitée, et ce sera sans doute le fil conducteur de mon intervention, dans son interprétation et dans son évolution. Je le précise, la culture étant ici essentiellement entendue comme l'ensemble des biens et des services culturels qui font l'objet d'échanges. Je pense notamment aux livres, aux films, à la musique, aux programmes télévisés. Et bon, je dis toutefois essentiellement car je me permettrai aussi certains commentaires sur une affaire qui a abordé la question des pratiques culturelles de certains groupes. Le premier point qui m'intéresse, mais que je vais aborder sans doute rapidement parce que vous connaissez bien ces dispositions, donc c'est la place de la culture dans le droit de l'OMC, mais je me permets un recul en arrière pour me pencher plus spécifiquement sur l'ancêtre, le GATT de 1947. Eh bien, dès donc, les origines du système, on peut dire que la culture a fait l'objet d'une attention particulière dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. D'abord, l'article 4, je le rappelle, qui autorise le maintien de quotas à l'écran pour la projection de films cinématographiques, créant ainsi une exception au traitement national prévu par l'article 3 du GATT. Et ensuite, on a une exception qui couvre les mesures imposées pour la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. Ensemble, ces dispositions n'avaient pas pour effet en 1947 d'exclure la totalité des biens culturels du champ d'application du GATT, mais on peut penser que les films et les œuvres d'art constituaient certainement une partie importante du commerce des biens culturels à cette époque, si on exclut, bien entendu, qui étaient couverts les livres, périodiques et autres publications. Donc, ensemble, ces deux dispositions constituaient une sorte d'exception culturelle, bien que partielle, mais tout de même une sorte d'exception culturelle. Ces deux exceptions n'ont jamais été interprétées, leur mise en œuvre n'ayant jamais fait l'objet de litiges devant les instances du GATT. Donc, elles n'ont jamais vraiment créé de problème, ce qui ne veut pas dire toutefois qu'elles n'ont pas créé certaines tensions. Parce qu'au contraire, au fil du temps, au fil de l'évolution des moyens de communication, certaines parties contractantes se sont posées des questions sur la portée de l'article 4 et peut-être déjà prônait-on une certaine interprétation évolutive, puisqu'on s'est demandé si ça ne devait pas être appliqué aux programmes télévisés. Programmes télévisés qui n'existaient pas dans les années 40, donc à l'époque de la négociation du GATT, et qu'on a voulu à un moment donné faire entrer dans l'article 4. Il y a eu notamment le Canada et certains pays européens qui ont essayé de faire évoluer cet article dans cette direction. Il y a aussi eu des tensions entourant l'attribution de subventions à la production, la distribution et la diffusion de films cinématographiques et de programmes télévisés. Mais quoi qu'il en soit, jamais de litige véritablement porté devant et en nécessité la formation d'un panel. Mais entre autres,
certaines consultations qui ont néanmoins débuté sur certaines de ces questions-là ont été interrompues en raison du nouveau cycle de négociations qui a commencé dans les années 80, cycle de négociation de l'Uruguay, qui allait sans doute, on l'espérait à l'époque, clarifier certaines règles en matière de commerce de biens et surtout de services culturels parce qu'on allait vers l'élaboration d'un tel accord sur les services. Malheureusement, la clarification ne se fit pas dans le sens espéré par certains États, y compris le Canada, puisqu'on le sait, l'accord général sur le commerce des services n'accorde aucun statut particulier aux services culturels ou encore aux politiques culturelles. Néanmoins, la GCS, qui repose, vous le savez, sur le principe de libéralisation progressive, donc fondée sur des listes positives d'engagement, laisse une marge de manœuvre aux États. Et sur la base de celle-ci, plusieurs États ont effectivement refusé de prendre des engagements en matière de culture, que ce soit services audiovisuels ou autres services culturels, et ont aussi inscrit dans leur liste d'exemption au traitement NPF un certain nombre de politiques culturelles. Je pense par exemple à l'exemple de la liste canadienne qui énumère les accords de coproduction pour se permettre donc de déroger à la règle du traitement de la nation la plus favorisée. Si mes chiffres sont bien à jour, il y aurait environ moins de 40 membres de l'OMC qui auraient pris des engagements relatifs aux services audiovisuels à ce jour. Par ailleurs, aussi, soulignons-le, il y a des thèmes qui ont été laissés en suspens dans la GCS qui sont importants pour la culture, notamment celui des subventions, une question donc qui n'est toujours pas réglée. On se promettait de poursuivre la négociation, mais il n'y a pas de conclusion encore atteinte qu'on a dégagée sur ces questions-là. Il faut dire néanmoins que le terme exception culturelle est resté, et parfois même source de confusion, mais on parle d'exception culturelle en droit de l'OMC aujourd'hui pour plutôt désigner la position, la posture d'un grand nombre d'États membres qui refusent justement de prendre des engagements, sachant que les listes sont évolutives et peut-être qu'éventuellement, ils pourraient être amenés à le faire. Donc, ce rapide survol nous conduit inévitablement au constat que la culture n'occupe à peu près aucun statut particulier dans le droit de l'OMC. Mais l'OMC est un système ouvert, évolutif, on l'a déjà dit, apte à prendre en compte des préoccupations autres que commerciales, et s'il ne le fait pas par le biais de ses accords, le règlement d'un litige peut lui en fournir l'occasion. La jurisprudence témoigne d'ailleurs, on a vu plusieurs exemples jusqu'à présent, très certainement d'une ouverture progressive du système à tout ce qui est non marchand. Est-ce que la culture a bénéficié de cette ouverture? Si on devait répondre à cette question en se basant uniquement sur l'affaire Canada périodique, la réponse serait assez simple, non. On se souviendra qu'une des questions alors soulevées était la suivante. Est-ce que les périodiques importés à tirage dédoublé et les périodiques nationaux à tirage non dédoublé, litige entre Canada et les États-Unis, faut-il le rappeler, est-ce que ces périodiques sont des produits similaires ou sinon directement concurrents ou substituables? Le Canada argumentait que lorsque l'on considérait le contenu de ces publications, il était évident que les magazines créés pour des marchés différents n'étaient pas interchangeables puisqu'ils avaient des utilisations finales différentes, un argument refusé par le groupe spécial et également par l'organe d'appel qui, lui, ne s'est pas penché sur la similarité, mais plutôt sur la notion de directement concurrent ou substituable, en concluant que les périodiques font partie du même segment du marché canadien. Alors, cette affaire fut certainement un tournant dans tout le débat sur la relation commerce-culture en droit international. Et je pense que ça a même ça a opéré une grande prise de conscience chez un grand nombre d'États quant à la vulnérabilité de leur politique culturelle face à leurs engagements en matière de commerce. Et c'est dans ce contexte, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qu'on s'est retrouvé à l'UNESCO, à peu de temps en fait. Le cycle s'est terminé en 1994, le cycle d'Uruguay, l'affaire sur les périodiques 1998, et dès les années 2000, l'idée prend forme de se doter d'un instrument juridique international contraignant pour protéger la diversité culturelle, un instrument dans lequel on parle spécifiquement du droit des États d'adopter des politiques culturelles. J'y reviendrai. Mais pour rester dans la jurisprudence de l'OMC, une fois la Convention adoptée, il y a une autre affaire qui a permis de constater
que le système OMC pouvait aussi progressivement s'ouvrir à la prise en compte de préoccupations d'ordre culturel. Et je pense ici à l'affaire Chine, produits audiovisuels, dans le cadre de laquelle un lien a été établi entre l'exception de moralité publique et le contenu immatériel de biens et de services culturels. Dans cette affaire, la Chine estimait que, je cite, là, les matériels de lecture, les publications électroniques et les produits audiovisuels finis sont ce qu'il est convenu d'appeler des biens culturels, c'est-à-dire des marchandises ayant un contenu culturel. Et selon elle, du fait qu'ils sont porteurs d'identité, de valeur et de sens, et là, ce sont des mots tirés des instruments juridiques de l'UNESCO, Déclaration universelle de 2001 sur la diversité culturelle et Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Donc, parce qu'ils sont porteurs d'identité, de valeur et de sens, les biens culturels jouent un rôle essentiel dans l'évolution et la définition d'éléments tels que les particularités de la société, les valeurs, les modes de vie en groupe, l'éthique et les comportements. Et en s'appuyant donc sur la Déclaration universelle de la diversité culturelle, la Chine a réussi à faire admettre que, selon leur contenu, les biens culturels peuvent avoir une incidence majeure sur la moralité publique. Le groupe spécial s'étant notamment référé, certes dans une note de bas de page, mais il l'a fait, à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle pour accepter cet argument de la Chine. Il n'y a pas eu de référence à la Convention sur la diversité des expressions culturelles, ce qu'on peut sans doute expliquer par le fait que les États-Unis y étaient farouchement opposés. Ils sont toujours farouchement opposés. Et il s'agissait d'un litige ici entre la Chine et les États-Unis. Si on s'éloigne maintenant du strict cas des biens et des services culturels, on peut citer une autre affaire qui témoigne de l'ouverture du système OMC à des préoccupations d'ordre culturel. Et je pense ici à l'affaire Communauté européenne, produits dérivés du phoque. Et dans ce cas, de façon, en tout cas pour moi, tout à fait inattendue, la culture est rentrée par une nouvelle porte, l'accord sur les obstacles techniques au commerce, et plus spécifiquement dans l'interprétation de l'article 2.1 de cet accord, où par le biais de la distinction réglementaire légitime, on a vu apparaître la prise en compte des pratiques culturelles des peuples inuits. J'ai reproduit ici quelques extraits pertinents du rapport du groupe spécial, qui fait notamment référence à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et à la Convention de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, autre signe d'ouverture du système. Et dans cette affaire, le groupe spécial affirme que ces sources démontrent la reconnaissance des intérêts des peuples inuits et d'autres peuples indigènes concernant la préservation de leurs traditions et de leur culture. Et là, je n'irai pas au bout de tous les extraits qui sont ici, mais on en conclut, le groupe spécial en conclut que la protection des intérêts des Inuits justifie la distinction entre chasse commerciale et chasse inuite, et tout cela au nom de la préservation des modes de vie et des pratiques culturelles de ces communautés. On s'est éloigné donc ici un tout petit peu du traitement des biens et des services culturels à proprement parler, mais je pense que cette affaire est intéressante puisqu'elle ajoute un élément à la démonstration à l'effet que le système OMC n'est pas totalement imperméable à certaines préoccupations d'ordre culturel que peuvent exprimer ses membres, et le principe d'interprétation évolutive auquel on a déjà fait référence plusieurs fois depuis ce matin n'est certainement pas étranger à cette perméabilité. Mais bon, au-delà de ces deux affaires, qu'est-ce qu'on peut réellement conclure sur la place de la culture dans le système OMC? On le sait, elle n'a aucun statut particulier dans les accords, et deux affaires seulement nous démontrent qu'elle peut être prise en compte au stade de l'interprétation de certaines de ces dispositions. Toutefois, on ne peut pas nier le fait que cette prise en compte est pour l'instant tout de même assez limitée et qu'elle se fait dans une logique d'exception, exception de moralité publique, qui nous a permis de faire entrer la culture, et exception à l'application de la règle de non-discrimination prévue à l'article 2.1 de l'accord OTC. Donc, la culture occupe une place limitée dans le système OMC, et cette conclusion sur les points 1 et 2 de ma présentation contraste avec le constat que je vais dresser dans les quelques minutes qui me restent, c'est-à-dire contraste avec l'évolution du rapport commerce-culture au-delà du système. Et ce qui va m'amener à poser la question, est-ce qu'il ne faut pas aussi à l'OMC qu'on s'intéresse, qu'on tente de faire évoluer ce rapport commerce-culture d'une autre façon que par la simple interprétation des litiges, des dispositions là, qui sont soumises dans le cadre d'un litige.
Donc, je vais ici sortir du droit de l'OMC pour examiner très brièvement ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, donc, c'est que depuis 2005, on a un instrument juridique international consacré à la diversité des expressions culturelles et qui contient un certain nombre de points intéressants du point de vue du rapport commerce-culture, notamment la reconnaissance de la double nature des biens et des services culturels, parce qu'ils ne sont pas seulement des biens de valeur économique, mais en raison de leur contenu, véhiculent des valeurs, du sens de l'identité, doivent peut-être être traités distinctement. Donc, un argument qui n'avait pas été accepté dans l'affaire Canada périodique. Réaffirmation dans cette convention du droit souverain des États d'adopter des politiques culturelles. Obligation même, à l'article 16 de la Convention, d'accorder un traitement préférentiel aux biens et services culturels ainsi qu'aux artistes et professionnels de la culture des pays en développement. L'objectif étant ici de rééquilibrer les échanges de biens et de services culturels. Et enfin, via l'article 13, on reconnaît au développement durable une certaine dimension culturelle. Je n'irai pas jusqu'à parler de piliers culturels du développement durable, ça pourrait faire l'objet d'un débat, mais certainement une composante culturelle à cette notion. Je souligne par ailleurs que à ce jour, il y a, et la Convention est jeune, la Convention a été adoptée en 2005, elle est entrée en vigueur en 2007, et à ce jour, il y a 125 membres de l'OMC qui en sont partis, ce qui représente donc 78% des membres. C'est aussi intéressant de regarder le contenu des accords commerciaux régionaux et bilatéraux qui ont été conclus ces 10 dernières années, donc soit depuis l'adoption de la Convention de 2005. On y perçoit peut-être déjà une certaine influence de la Convention sur les accords de commerce. 76 membres de l'OMC ont conclu au moins un accord commercial régional qui contient une exception culturelle, donc déjà 47% des membres. Je tiens à dire que les 52 accords, ce n'est pas une étude exhaustive, c'est un échantillon qu'on a pris. J'ai réalisé cette étude dans le cadre d'un mandat qui m'avait été confié par l'UNESCO. Donc, peut-être que les chiffres vont plus loin, mais sur 52 accords, voici les pourcentages. 54 membres de l'OMC ont conclu au moins un accord régional qui contient une référence explicite à la Convention de 2005, donc 34% des membres. Et là, je n'ai pas les chiffres, mais si on voulait aller plus loin, quand même, on s'est aperçu qu'il y a des dizaines d'accords qui adoptent la méthode, la même que la GCS, méthode de libéralisation par liste positive d'engagement, et qui contiennent un nombre très, très limité d'engagements dans le secteur de la culture. Et à l'inverse, de nombreux accords qui adoptent la méthode de libéralisation par liste négative contiennent de très, très nombreuses et importantes réserves quant aux engagements visant des biens et surtout des services culturels. Donc, on voit ici l'importance accordée à la culture par la communauté internationale, en tout cas un bon échantillon d'États qui composent la communauté internationale, et donc importance accordée à la culture dans leurs plus récents accords bilatéraux et régionaux. Maintenant, grande question, on a déjà formulé un certain nombre d'éléments de réponse, mais je vais y revenir. Quelle est la pertinence de tout cela pour le droit de l'OMC? C'est certain que ni la Convention de 2005, ni les 52 accords examinés n'ont pour effet de modifier les droits et les obligations des membres de l'OMC. Je pense que les règles de la Convention de Vienne, la jurisprudence de l'OMC sont assez claires, en tout cas, surtout la jurisprudence récente tend plutôt à aller dans cette direction, ne modifie pas à partir d'un accord régional le droit de l'OMC, même les obligations entre les parties à l'accord, bien que peut-être ça va évoluer dans un autre sens. On peut néanmoins se demander si ces développements hors OMC peuvent influencer l'interprétation de certaines dispositions et plus spécifiquement de certains termes ambigus. On a déjà parlé de la moralité publique et déjà on a fait entrer des considérations d'ordre culturel. Moi, j'attends le jour où on va peut-être réexaminer le principe de similarité à la lumière de la façon dont on considère maintenant les biens et les services culturels dans la Convention, dans ces accords régionaux, et peut-être pour enfin être à prendre en compte le contenu immatériel dans l'analyse du rapport de concurrence entre des produits. Puis même, peut-être, on pourrait éventuellement utiliser la notion de développement durable et cet objectif énoncé dans le préambule de l'accord instituant l'OMC pour guider notre interprétation
d'interprétation vers une meilleure conciliation du rapport culture, environnement, préoccupations sociales et économie. Mais bon, on n'a pas encore d'indication très claire à ce sujet. Je me dis que plusieurs règles d'interprétation pourraient être sollicitées pour préciser le sens de ces termes ambigus. Interprétation évolutive, j'y reviendrai pas, on en a déjà parlé par le jeu de l'article 31.3c de la Convention de Vienne, qui est souvent utilisé, mais de manière implicite aussi, et qui nous a déjà permis de prendre en compte des accords hors OMC, y compris dans les 2 litiges mentionnés précédemment. Maintenant, est-ce qu'on pourrait aller plus loin et parler de pratiques ultérieures des parties? Il y a des travaux, hein, la Commission de droit international s'intéresse beaucoup à cette question. Pratique ultérieure des parties au sens de 31.3b, je ne pense pas. Je pense qu'ici, il faut envisager la pratique ultérieure dans un sens très, très étroit. Mais pratique ultérieure des parties au sens de l'article 32 de la Convention de Vienne, qui parle de moyens complémentaires d'interprétation, peut-être. C'est le rapporteur George Nolte, qui travaille actuellement sur cette question-là, tend à vouloir l'envisager. Que d'une façon large, peut-être cette pratique ultérieure qui se reflète notamment dans les accords bilatéraux régionaux pourrait être prise en compte, non pas pour modifier, bien entendu, mais pour guider l'interprétation de certains termes de manière complémentaire avec les autres moyens que l'on retrouve à l'article 31. Donc, quoi qu'il en soit, ça demeure très, très incertain à mon avis. Je ne postule pas qu'il pourrait y avoir une influence, mais c'est peut-être une piste envisageable. Au-delà de cela, le constat reste le même. Dans l'état actuel du droit de l'OMC, la prise en compte de la culture me semble être destinée à être tout de même assez limitée. Ce qui soulève ultimement une dernière question, qu'on peut se poser, je pense, à l'occasion de ce bilan, de ce regard que l'on pose sur le système OMC à l'occasion de son 20e anniversaire. Est-ce que le système dispose d'autres moyens pour s'adapter à l'importance qu'accordent de plus en plus d'États à la diversité culturelle, telle que c'est reflété dans les accords que je viens de mentionner? Il est difficile, hein, à mon avis, c'est difficile d'entrevoir une évolution notable du système en ce qui concerne le commerce traditionnel des biens et des services culturels tel qu'on le conçoit là, d'un livre qui peut franchir une frontière ou tel qu'on a connu jusqu'à présent les modes de consommation de la culture, en tout cas jusqu'à il y a quelques années. Le GATT, la GCL ne vont pas, je ne pense pas en tout cas, être renégociés pour accorder une place plus grande aux considérations d'ordre culturel ou pour encore exclure la culture de leur champ d'application. Mais à côté du commerce traditionnel des biens et des services culturels, il y a le commerce électronique de ces produits. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin qui se fait sentir, notamment de régler des problématiques propres au numérique, propres au commerce des biens et des services culturels numériques, dans une perspective propre au numérique. Pourquoi? Bien, pour plusieurs raisons, à mon avis, et je vais juste en exposer quelques-unes en conclusion. Le commerce, premièrement, pour des raisons statistiques, le commerce des biens et des services culturels numériques explose. Ce fut, il y a quelques années, le cas de la musique, ensuite des films, des séries télé. Maintenant, c'est le livre électronique. On le voit là, dans les statistiques nationales, les ventes, les échanges continuent sans cesse d'augmenter. Par ailleurs, la distinction entre un bien et un service culturel devient parfois fictive. Un livre numérique doté d'un contenu audiovisuel interactif est-il un bien ou est-il un service? Ce n'est pas si facile de trancher cette question. Par ailleurs, l'application cumulative du GATT et de la GCS pourrait devenir une source d'insécurité juridique pour les membres parce qu'on le sait, les engagements à l'égard des biens culturels sont plus contraignants que ceux relatifs aux services culturels, des États ayant pu s'abstenir de prendre des engagements jusqu'à présent. Et comment tenir compte de cette distinction en cas de contestation d'une politique culturelle applicable à un ensemble de produits culturels numériques pour lesquels on ne sait pas si ce sont vraiment des biens ou des services? Il y a des difficultés qui pourraient certainement émerger. Il y a aussi de nouvelles catégories de produits culturels qui semblent progressivement rendre obsolète l'actuelle classification des biens et des services culturels
Où classe-t-on des applications, par exemple, dans la liste des services audiovisuels ou autres services culturels? Est-ce que ça dépend du contenu de ces applications? Il y a plein de questions qui se posent qui nous empêchent de formuler des réponses dans l'état actuel de la classification. Aussi, face au phénomène de convergence et d'interdépendance des médias, des membres pourraient légitimement vouloir revoir leurs engagements dans le secteur des télécommunications et de l'audiovisuel, par exemple. On n'a pas prévu que certains intervenants qui semblaient plus se préoccuper des contenants que des contenus allaient s'investir dans la production des contenus, dans la distribution des contenus. Donc, ça pose tout un paquet de nouveaux défis pour les États et pour leur politique culturelle. Donc, et on a évoqué ce matin un débat sur la neutralité technologique. Je pense moi, je suis incapable encore de prendre position, mais est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, le principe de neutralité technologique? Et moi, j'y réfléchis beaucoup en termes notamment de politique culturelle, d'application des politiques culturelles. Je me dis, il y a des États qui ont pris des engagements, oui, à l'égard du commerce transfrontière, sans avoir en tête, il y a 20 ans, que Internet allait jouer ce rôle aujourd'hui dans la diffusion, la dissémination des expressions culturelles. Donc, on ne peut pas les autoriser à revoir la portée de ces engagements, même si, dit-on, à travers le principe de neutralité technologique, le mode 1 de fourniture devrait s'appliquer à Internet. Donc, je n'ai pas la réponse. Comment est-ce que le droit de l'OMC pourrait s'adapter? Il n'y a pas de solution clé en main, mais je pense que face à la flexibilité, là, et on le voit dans ce qui se négocie au niveau régional, face à la flexibilité du régionalisme et du bilatéralisme, il me semble que c'est souhaitable que le système multilatéral s'adapte et affronte ces problématiques nouvelles. Je pense que ou bien il s'adapte ou bien il sera contourné. On l'a déjà vu à certains égards et je pense que ça pourrait ne pas se démentir en ce qui concerne le commerce des biens et services culturels numériques. Mais si je me permets de rêver un peu et je prends 2 petites minutes, au risque peut-être d'être utopique, je dirais qu'il me semble qu'il y a des moyens dans le système OMC pour s'adapter. Je suis désolée, j'ai oublié le PowerPoint en cours de route. Il me semble qu'il y a des moyens pour le système OMC de s'adapter. Il me semble que ça ne nécessiterait pas une révolution du système. Je pense qu'en s'attachant à ce qu'on voit déjà, que l'on retrouve déjà dans le système comme mode de prise en compte des valeurs non marchandes, on pourrait faire un bout de chemin. Aussi par rapport à ce qui se fait en matière de technologie. Là, je donne quelques exemples de pratiques qui pourraient être explorées au profit de la culture numérique. Bon, on sait qu'il y a un accord sur les technologies de l'information, l'ATI, qui a d'ailleurs été renouvelé là, récemment, qui pourrait inspirer d'autres types d'accords consacrés spécifiquement peut-être au numérique. Peut-être aussi pourrait-on explorer le modèle, l'idée d'un accord plurilatéral sur ces questions-là. On le sait, les États-Unis, sans doute, ne feront jamais partie d'une discussion sur la diversité des expressions culturelles à l'OMC, mais il y a un bon paquet d'États maintenant qui souhaitent faire avancer les choses sur ces questions-là. Par ailleurs, je pense qu'il faut rappeler que les valeurs non marchandes sont bien présentes dans certains accords spécifiques, comme l'accord SPS, l'OTC, qui reconnaissent le droit des États d'adopter des mesures nécessaires à. Donc, ce n'est pas trop utopique peut-être de penser qu'on peut aussi aller vers un accord invitant les États, permettant aux États d'adopter des mesures nécessaires à la protection, la promotion des contenus culturels dans l'environnement numérique. Puis, moi, il y a toujours un modèle d'accord qui m'a beaucoup interpellée, c'est celui des ADPIC, qui aborde peut-être une logique inverse aux autres accords de l'OMC en prévoyant des règles minimales de protection auxquelles les États peuvent recourir, doivent même recourir, et peut-être qu'il y a là un modèle intéressant. Je dis ça sous toute réserve parce que je crois aussi beaucoup qu'il faut continuer à développer ce qui se fait à l'extérieur de l'OMC. Mon propos, ce n'est pas de dire que la Convention ne vaut rien, ni ce qui se passe en matière au niveau régional et bilatéral. Au contraire, je pense que la gouvernance mondiale exige le renforcement de ces autres piliers, de ces autres secteurs.
Mais face aux inquiétudes que vous avez manifestées, M. Bernier, des interrogations qui se posent par rapport à l'effet ultime de ce droit hors OMC sur le droit de l'OMC, peut-être qu'ultimement, il va falloir accepter de revenir, de réouvrir ces questions-là à l'Organisation mondiale du commerce. Et je terminerai là-dessus. On n'a quand même pas assez proche, dans le cycle d'Uruguay, d'avoir une exception culturelle. Elle a été inscrite dans de nombreux avant-projets de la GCS. Elle est finalement disparue. Mais on avait fait un bout de chemin. Donc, peut-être qu'il est temps de se re-questionner sur l'opportunité de ramener ce débat sur la culture, notamment, pas exclusivement, mais notamment à l'OMC. Je vous remercie.